Salut à tous, samedi 12h50, troisième numéro de Plus Clair. Toutes les infos, toutes les images de l'actu des médias. Très heureuse d'être avec vous. Au menu cette semaine, l'essentiel pour commencer, après le rugby hier soir, le foot demain. Le match pour le sport à la télé continue entre TF1 et France 2. Un acteur qui se prend pour Nicolas Sarkozy, une nouvelle coupure pub pour France Télévisions. Ce sont les titres de notre JT des médias. Invité de ce JT, Lio, en prime time ce soir sur TF1 et quelques jours après son interview en forme de règlement de compte dans un hebdo télé. J'accueillerai également sur ce plateau Guy Carlier. Il vient de claquer la porte de France Inter pour rejoindre RTL et lui aussi se lâche dans son dernier livre. Notre dossier de la semaine, ça tombe bien à l'heure du déjeuner. Quand la télé se met à table, nous verrons que la France a un train de retard sur ses voisins. Eux savent faire de la cuisine branchée. Et bien sûr, vos nouveaux rendez-vous, l'interview télé, ce qu'il ne faut pas rater sur Internet, c'est la webzone, le zapping et l'observatoire des séries. Voilà, on va commencer par le plus chaud. Toute l'info, c'est notre JT des médias. À la une cette semaine, l'autre bagarre sportive. TF1 et France 2 se livrent une vraie bataille. Après avoir perdu celle de la Coupe du Monde de rugby, France 2 ne peut même pas se consoler avec sa nouvelle émission dominicale, France 2 Foot. Alors, y a-t-il panique sur le service public? Julien Dugast. Si je vous parle de sport à la télé, forcément vous pensez rugby. Ça c'est du gaillard, c'est du rapide et c'est du solide. Sauf que le vrai combat médiatico-sportif du moment concerne le foot. Pour la première fois depuis 30 ans, le dimanche matin, deux chaînes proposent du ballon rond. TF1, le leader, et France 2, le challenger. En gros, pour faire simple, France 2 Foot couvre la Ligue 1 et la Ligue 2. Téléfoot s'intéresse aux matchs de l'équipe de France et aux Français de l'étranger. France 2 a l'exclusivité sur le championnat de France. TF1 garde la diffusion des images des championnats étrangers, de la Ligue des champions et également de l'équipe de France. 30% d'audience en moyenne pour TF1, moitié moins pour France 2. En même temps, Téléfoot a 30 ans d'existence et est diffusé face à la messe. Mais surtout, TF1, c'est le côté paillettes. Et avec l'arrivée de Thierry Henry, le Barça étend sa palette et apprend aussi le jeu en profondeur pour mieux... Là où France 2 se la joue plus terroir. Match serré, match fermé, aucun but marqué entre Clermont et Grenoble. Nous ne faisons pas effectivement que les clubs paillettes du championnat de France de première division. Un mec qui aujourd'hui s'intéresse à la Ligue 1 et qui est capable de s'enquiller 1h30 de France 2 Foot, c'est quand même un mordu. Chabert se trouve et les Niortais en pleine confiance l'emportent 2-0. Du côté d'Amiens, 4e défaite de rang, une avant-dernière place au classement, c'est la déconfiture. Nous faisons connaître des entraîneurs qui sont peut-être les vedettes de demain, des présidents de clubs qui n'ont pas l'habitude d'être interrogés et qui font connaître leur football. J'éprouve un petit sentiment de honte ce soir pour le public parce qu'on a vraiment été affligeant dans le spectacle. Quand je pense qu'il y a des personnes qui ont payé pour voir ça. Bon, je pense que pour les vrais amateurs de football, à terme, on ne va pas attendre trop longtemps, mais à terme, je pense que ça portera ses fruits. En attendant, ils sont nombreux ceux qui critiquent l'investissement de France 2. Quand on reste à une seule victoire, Sochaux n'en compte aucune, les temps sont durs. 24 millions d'euros, c'est 15 millions de pertes à l'année à peu près, je pense, pour France Télévisions. Donc on ne peut pas dire que ça soit un super bon investissement. De toute façon, nous, service public, où on dépense de l'argent, on est irresponsable, où on se fait battre et on est des imbéciles. Donc on n'a jamais une position très très favorable. Le vrai problème de France 2 Foot, c'est une deuxième partie diffusée après le journal qui n'a trouvé ni son public ni sa formule. La Ligue 1 est-elle une compétition surévaluée? Réagissez, votez, Foot 1, Foot 2. Pour l'instant, en tout cas, la deuxième partie, puisqu'il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée, sont des débats pas toujours passionnants, pas toujours sur des thèmes, on va dire, les plus sexy qui soient. Ça me rappelle l'université d'été du Parti Socialiste, quoi. C'est un peu la débâcle, chacun joue pour soi. Mais bon, c'est une émission qui démarre, donc elle a besoin de se roder, et je crois d'ailleurs qu'il y a une nouvelle formule qui est en train de se mettre en place. Et oui, Roland Courbis, Luis Fernandez, Guy Carlier plus une plume féminine viendront très vite tenter de sauver la deuxième partie de France 2 Foot. Eh bien voilà, c'est fini. Place maintenant à notre baromètre hebdomadaire et cette semaine est celle de toutes les dégringolades. À TF1, on ne se souvient pas être tombé aussi bas pour une fiction française. Tu as raison. Bah oui, après un début déjà douteux pour sa deuxième diffusion, l'hôpital a perdu 600 000 téléspectateurs. Ça n'est pas très flatteur pour vos qualités d'écoute.
Sur les 2 soirées pendant lesquelles ont été diffusés les 4 premiers épisodes de l'hôpital, la moyenne sur les 4 ans et plus est de 17,1% de part d'audience, quand une fiction française ou une fiction en général diffusée sur TF1 tourne plutôt au minimum aux alentours des 30% de part d'audience. Ce qui est en effet un score extrêmement décevant pour une fiction programmée un lundi sur TF1. Le pire dans cette histoire, c'est que c'est France 2 qui a fait la nique à TF1 ce lundi. 2 fois plus de téléspectateurs pour Cold Case, une moyenne de 7 millions, soit 32% de part d'audience. Les petits gars des enquêtes froides, un petit conseil pour sauver l'hôpital ? Même une douzaine. Mais c'est avec le neurochirurgien qu'il faut voir ça. Ouais, ok. M6 comptait beaucoup sur ses pop stars pour booster son avant-soirée. Pour l'instant, ça sent l'échec. Soyez détendus et soyez les meilleurs. Je sais pas si ça va suffire après un premier prime à 11%. La moyenne de la quotidienne accroche 8% de part d'audience sur les 4 ans et plus. M6 prend un peu à court son téléspectateur en lui proposant à l'heure où il attend des séries américaines un programme frais, un divertissement voire même un feuilleton à suivre quotidiennement. Donc ce qui perturbe un peu la lecture qu'a le téléspectateur de la grille de rentrée de la chaîne. Et du coup c'est moins bien que les Simpsons, pourtant ils se la donnent. Elle a un coffre, waouh. Un dernier chiffre, 70 millions de dollars, c'est la somme que Dan Rather réclame à CBS. Dan Rather, c'est le PPDA ricain. This is the CBS Evening News, with Dan Rather reporting from CBS News headquarters in New York. Si vous avez loupé le début, après 44 ans de bons et loyaux services, l'ami Dan s'est fait virer pour cause de diffusion d'un sujet douteux. Le contenu de ce sujet ? Le passé militaire du président Bush en pleine campagne présidentielle de 2004. Affaire à suivre. Dan Rather reporting. Good night. Est-il possible d'incarner Nicolas Sarkozy ? Eh oui, c'est un comédien, un Frédéric Quering plus vrai que nature, qui a réalisé cet exploit. Fidélité absolue, puisqu'il s'agit de camper le ministre du Budget et maire de Neuilly de l'époque, lorsqu'une maternelle fut prise en otage pendant 46 heures. C'était le 13 mai 93. Interview et extrait. Voilà. Tout le texte de la fiction est tiré d'après les bandes enregistrées sur l'intervention elle-même, sur la prise d'otage. Je viens de la Banque de France, j'ai ratissé tout ce que je pouvais ratisser. 5 millions en plus. On verra ça demain. Vous vous rendez compte qu'il est 1h du matin et que j'ai tenu ma promesse. Maintenant, il faut me donner la petite Laura. J'ai promis à sa mère de la lui ramener. Et donc, j'ai pu entendre comme ça Nicolas Sarkozy négocier avec HB. Ça m'a vraiment donné le là sur l'interprétation. Il fallait trouver une astuce, oui, quelque chose qui fasse que, ouais, effectivement, on le reconnaît, quoi. Et en même temps, tout en gardant une vraie sincérité, voilà. Et en jouant ce rôle comme n'importe quel rôle, quoi. Sans oublier la tension dramatique qui est, voilà, t'es en train de négocier avec un mec qui peut tout faire péter d'une seconde à l'autre, quoi. Voilà un mélange d'archives et de reconstitution. HB Human Bomb qui sera diffusé sur France 2 le mardi 25 septembre. Un des moments forts de cette fin d'année pour TF1, Au-delà des limites, un docu-événement produit par 2P2L. L'idée, filmer au quotidien l'exploit d'handicapés moteurs partis à l'ascension du Kilimandjaro, actuellement en tournage. À quoi cela va ressembler ? Eh bien, peut-être à ce programme diffusé en 91 par la chaîne américaine CBS, où une équipe composée d'handicapés mentaux partait également à l'ascension du plus haut sommet d'Afrique. Ce documentaire avait d'ailleurs été primé. Celui de TF1, lui, sera diffusé en prime time d'ici la fin de l'année. La coupure pub ou la redevance ou la coupure pub. Depuis des semaines, le PDG de France Télévisions réclame des moyens supplémentaires et depuis des semaines, le gouvernement divisé s'arrache les cheveux sur le moyen de faire rentrer cet argent. Il doit trancher d'un jour à l'autre, quel que soit l'arbitrage. Les chaînes privées vont réagir. Le point avec Laetitia Krupa et Julien Dugast. À France Télévisions, le dossier n'est pas nouveau. Marc Tessier, l'ancien PDG, était déjà sur le pont en 2005 pour décrocher cette fameuse rallonge budgétaire. Depuis cet été, c'est son successeur, Patrick de Carolis, qui a pris le taureau par les cornes. Tête à tête à l'Élysée, rendez-vous à Matignon. Il réclame 20 millions d'euros supplémentaires qui viendraient de la redevance ou de la coupure pub, peu importe. En tout cas, le débat agite le petit monde des médias, d'autant que la position du gouvernement est plutôt confuse, surtout sur la question de la redevance. Si on touche la redevance, ça sera à la marge. Mais bon, même à la marge, ça peut
représentait tout de même quelque chose d'intéressant. J'ai dit hier qu'il n'y aurait pas d'augmentation de la redevance parce que le président s'est engagé à ne pas augmenter les prélèvements obligatoires. De son côté, France Télé a tout prévu pour la coupure pub. Les spots viendront simplement remplacer les bandes annonces qui sont déjà insérées dans les programmes de divertissement et les jeux. Qui sera champion d'ici la fin de l'émission? On le saura après ça. En face, la contestation s'est organisée très vite. TF1 et M6 menacent de porter l'affaire devant la justice. Pour Bertrand Méheux, le patron de Canal, la coupure pub risque de déstabiliser toute la profession. La presse écrite, qui a déjà laissé des plumes après l'arrivée des gratuits d'Internet, a pris carrément à partie Nicolas Sarkozy. La TNT, elle, a trouvé son leader, Alain Veil, le directeur du groupe Next Radio, qui s'est lui aussi fendu d'une lettre au président. Nous, BFM TV, comme les autres chaînes qui ont obtenu une licence récemment, l'un des critères d'attribution, c'était de ne pas déstabiliser le marché publicitaire. Le service public, il ne peut pas être un concurrent qui bénéficie d'avantages, qui change les règles du jour au lendemain. Quant aux annonceurs, ils se frottent les mains. Depuis 2000, la loi Trottmann avait réduit le temps de publicité pour mettre fin à la dérive commerciale qui menaçait, selon la ministre de l'époque, la programmation des chaînes publiques. Ça ferait partie d'un ensemble beaucoup plus large et nécessaire d'un assouplissement de l'espace publicitaire. Faut pas oublier que la loi Trottmann, en 2000, a ramené de 12 minutes à 8 minutes le temps sur les chaînes publiques et que ça a été à l'époque un choc terrible. Fin du feuilleton de la semaine. Selon la presse, Nicolas Sarkozy aurait décidé de tout annuler. Pas d'augmentation de la redevance ni de coupure pub, au moins jusqu'à 2008. Un Grenelle de l'audiovisuel devrait d'ailleurs être organisé pour revoir l'ensemble du marché pub à la télé. C'est le choix de la semaine, parler de Nicolas Sarkozy ou décider de ne pas en parler. On en est là, comme avec le tabac, décréter une journée sans. Ce sera le 30 novembre, préparez-vous. Appel lancé par l'association RDT, Rassemblement pour la démocratie à la télévision. Nous avons voulu essayer cette petite cure cette semaine avec les JT de TF1 et France 2. Calcul et résultats. Le jeudi soir, le président Nicolas Sarkozy a fait un tabac. Son interview en direct de l'Élysée a été suivie par 14 600 000 téléspectateurs. Il faut dire que le président cumule. Merci de nous accueillir donc au nom de France 2, de France 24, de TV5 Europe et de TF1. D'autant plus que cette interview a également été retransmise sur BFM TV. Cette chaîne d'info n'a pas hésité à pirater le signal vidéo de cet entretien. En accordant ses apparitions à plusieurs chaînes de télé, Sarkozy est ainsi assuré de faire un audimat exceptionnel. Il y a une nouvelle attitude, une nouvelle pratique de communication du président de la République. Il y a l'idée de faire un tête-à-tête, un bras-le-corps avec le pays. Et pour faire tête-à-tête et bras-le-corps, il faut le faire sur l'ensemble des grandes chaînes de télévision. Cette nouvelle intervention du président de la République relance le débat de son omniprésence audiovisuelle. Hier, le PS a fait savoir qu'il saisirait dès lundi le CSA face à l'accaparement des médias par Nicolas Sarkozy. Le Parti socialiste estime que cette situation pose un problème clair pour l'équilibre de l'expression démocratique en France. Une association, le Rassemblement pour la démocratie à la télévision, a lancé récemment un appel pour une journée sans Nicolas Sarkozy. Dans les médias le 30 novembre prochain, un peu sur le modèle des journées sans tabac. C'est vrai qu'un JT sans le président de la République, ça fait longtemps qu'on ne sait plus trop à quoi ça ressemble. À plus clair, on a comptabilisé les différentes apparitions du chef de l'État depuis lundi dans les JT de 13 et de 20 heures de TF1 et de France 2. 149 minutes de ces JT étaient consacrées au président, soit plus de 23% du temps d'antenne des JT de ces deux chaînes. Mais au final, qu'en pense l'intéressé ? Moi, je dis pas qu'il faut enlever Nicolas Sarkozy. Je trouverai des solutions. Elle chante ce soir sur TF1 dans Génération 80. Elle joue dans la fiction de France 2 consacrée à l'affaire Bodis, notable donc coupable. Elle pourrait faire partie du jury de la Nouvelle Star sur M6, Lio et sur toutes les chaînes. Et se lâche dans la presse télé. Cette semaine, elle arrose une poignée d'animateurs. Nous avons voulu en savoir plus. Lio, bonjour. Bonjour. Ravie de vous accueillir sur ce plateau. On va commencer par cet article dans un hebdo télé cette semaine. Pour ceux qui ne l'auraient pas lu, Sébastien Coé est un goujat indélicat, inélégant. Jean-Marc Morandini, un faux journaliste. Ardisson, un traître. Oui. Vous étiez énervé ce jour-là? Vous en aviez gros sur le cœur? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est très amusant parce qu'en dessous de l'artiste et dans Téléstar, il est marqué cet enregistrement, c'est un enregistrement.
Ce qui est vrai. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que ça a été coupé. C'est qu'évidemment, l'interview dure à peu près 35 minutes et qu'ils en gardent exactement ce qu'ils veulent. Donc en gros, pour vous, c'est juste de la franchise. C'est juste, oui, de la franchise. Sauf que vous allez loin quand même. Vous dites, au Moyen-Âge, les chats étaient haïs, on les mettait dans un sac et on les jetait. Si nous étions à cette époque et que les animateurs étaient des chats, je ferais pareil. Ces animateurs-là, oui, j'ai beaucoup de sympathie pour les chats. C'est quand même très violent. Oh, c'est violent, c'est que de la télé. Bah oui, c'est que de la télé. C'est que de l'humour. Je vous dis, c'est absolument du niveau des blagues que peut faire un Coé sur son plateau. Et c'est pas à prendre plus au sérieux que ça. Il est bien évidemment que ni les chats, je les voudrais dans un sac, ni les animateurs télé. Bien évidemment que non. On va parler de votre actualité, précisément. J'ai envie de savoir si vous allez être, oui ou non, jury de la Nouvelle Star. J'ai été approchée par M6. Ça me plairait bien. Franchement, ça me plairait bien de faire une saison. Vous dites en tout cas, comme si vous y étiez, vous n'êtes pas dupe, on est venu vous chercher pour votre côté grande gueule. En gros, vous seriez celle qui succède à Marianne James, ça vous dérange pas de lui succéder? Comme moi pour lui succéder vraiment et faire le poids, je peux vous le dire. Quel est l'élément qui manque pour que vous mettiez votre nom au bas d'une page? Déjà d'être au-delà d'une simple approche, c'est de recevoir une vraie proposition, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Vous dites que c'est la seule émission de variété qui est regardable. Bon, enfin, vous participez à une autre ce soir. C'est sur TF1. Oui, mais ça, c'est des one-shots. Oui. Elles ne sont pas régulières. Elle est pas mal d'ailleurs. Enfin, moi, j'ai bien aimé ça. Génération 80. Oui. C'est présenté par Flavie Flamand. Alors, la nostalgie, ça marche super bien en ce moment. Vous en avez pas marre d'être étiqueté 80 et de... Mais je ne suis pas étiquetée 80. Je vais vous expliquer. Je travaille tellement que la sueur a décollé toutes les étiquettes. Vous avez joué dans ce qu'on appelle une fiction du réel maintenant, sur l'affaire Bodis. Notable donc coupable, c'est diffusé sur France 2 les 2 et 3 octobre. Vous jouez le rôle de l'une des prostituées impliquées dans cette affaire. Je ne sais pas si vous le savez, mais une association de familles de victimes vient tout juste de demander l'interdiction de la diffusion de ce film parce qu'elle estime, je cite, qu'il y a une intolérable pression sur la justice. Certains des dossiers sont encore en cours. Vous réagissez comment à cela par rapport aux familles des victimes précisément? Oui, mais je comprends très très bien la douleur des personnes. Mais enfin, le film de Francis Giraud parle de la presse, de comment la presse peut s'emballer. Donc, je peux comprendre la douleur des gens, mais que l'on puisse attaquer ce film qui est absolument déontologiquement formidable, non, je ne le conçois pas. Juste avant de se quitter, une toute petite question un peu délicate, mais c'est l'actualité qui m'y oblige. Je sais que vous ne voulez pas parler de l'affaire Cantat, je ne vous demande pas de vous prononcer sur le fond, mais les médias ont essayé encore de vous solliciter ces derniers jours. Oui, à peu près une centaine de coups de fil. Et vous leur répondez quoi? La plupart, je leur ai pas répondu, et puis parfois je décroche et je tombe sur l'un d'eux. Mais ma réponse, c'est que si un jour on veut faire une émission de fond, à savoir quelle sévérité il faudrait pour les violences faites aux femmes pour que finalement on entérine ça comme une violence intolérable et non pas comme un crime passionnel. Parce que je veux bien à ce moment-là participer au débat. Maintenant, sur la libération de Bertrand Cantat, encore une fois, je comprends la douleur de Nadine et je suis de tout cœur avec elle, mais c'est la loi. Il est libérable. S'il est libéré, on n'a fait qu'appliquer la loi et je suis pour une juste application de la loi. Je vous remercie en tout cas d'avoir répondu à toutes ces questions. Je rappelle que votre single Les Matins de Paris est toujours dans les bacs. Restez avec moi encore quelques instants justement pour notre petit bonus des infos insolites, people et croustillantes, commentées comme chaque semaine par Julien Dugast. Évincé de fan 2 sur M6, on se demandait si on reverrait Sandra Lou dans la lucarne. Remarquez, c'est pas grave. Si, mais cette année, Sandra est partout. TMC pour une émission de télé-réalité culinaire, bientôt sur Travel aux côtés de Philippe Labro. Et surtout sur NT1, ça s'appelle Drôle de gag et franchement, ça n'a rien à voir, mais alors rien à voir avec Fan 2. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de Fan 2, un tour du monde du rire en 20 minutes. De là à penser que Sandra Lou en fait trop. J'aimerais tellement des fois que ce soit pareil avec les êtres humains. Pas vous? C'est le Parisien qui nous l'annonçait cette semaine. Arte se lance dans la production d'une série érotique. Son nom, Xanadu. Du coup, voilà à quoi pourrait ressembler la chaîne franco-allemande. Et pour savoir ce qu'il y a de neuf, de beau, d'original, de surprenant sur la scène culte dans un instant... Arte, vivons curieux.
Tremblay, jeunes gens, François arrive sur la TNT dès lundi et pour fêter ça, il nous offre un feuilleton quotidien tourné à Sainte-Anne. Très bien. Ça s'appelle... Il y a vraiment quelque chose de spécial ici, non? Oui, c'est spécial au point qu'ils auraient pu mettre ce jingle. Ou encore celui-ci. Et oui, c'est retour gagnant vu qu'on y croise Émilie Minacci de la Starac 5, Lucas Delcourt de la Starac 3, Laure Guibert, Lali et Sébastien Roch. Oui, d'Hélène et les garçons. Bref, un vrai repère de stars, le tout servi par des dialogues au top. Bonjour. Bonjour. Ça vous gêne que je m'assoie là? Non, pas du tout. C'est sublime ici, vous ne trouvez pas? Ça vous a peut-être échappé, mais depuis quelques jours, France 2 diffuse l'après-midi 3 épisodes du Renard. On se demande bien ce qui est passé par la tête du directeur des programmes. Il était bourré. Toujours est-il que cette série allemande survitaminée semble être leur arme secrète. En fait, à France Télé, ils devraient le programmer face aux experts de TF1. Même bain idyllique. Même baignoire. Franchement, les experts contre le renard, ça aurait de la gueule. Cette semaine, Marie Drucker inaugurait son Soir 3 sur le plateau de Frédéric Tadei. Le truc, c'est que mardi, il y a eu comme un bug. Marie s'est fait maquiller en direct. Marie Drucker, qui est chez elle maintenant sur ce plateau. J'apparais, mais différemment, cette rentrée. Voilà. Dans Soir 3, nous parlerons peut-être aussi de Lionel Jospin, puisque Benoît Hamon sera notre invité. Il est le porte-parole du Parti Socialiste. Et voilà, elle s'est même crue au théâtre ce soir. Les décors sont de Roger Hart. Le JT des médias, c'est fini. À suivre après la pub, le zapping. Je recevrai sur ce plateau Guy Carlier. Vous retrouverez vos autres rendez-vous, la Webzone, l'Observatoire des séries. À tout de suite. Retour sur le plateau de Plus Clair, tout de suite comme promis, le zapping. Il y a 10 jours, il avait annoncé en exclusivité à Plus Clair son départ de France Inter. Il est aujourd'hui sur notre plateau. Entre-temps, il a signé avec RTL. Pourquoi ce changement? Quel projet à la télé? Pourquoi continue-t-il de flinguer les people, stars et autres animateurs télé dans son dernier livre? Quand j'étais méchant, Guy Carlier est avec nous. Bonjour, je suis ravie. Bonjour, c'est réciproque. C'est officiel. Depuis le début de la semaine, vous rejoignez sur RTL la bande de Nicolas Poincaré. On refait le monde. C'est de 19h15 à 20h. C'est 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi. Ça commence le 2 octobre. Voilà pour toutes les infos. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'allait pas avec Inter? Alors c'est difficile d'en parler. Je suis un peu dans la situation vous savez, à la fin d'une histoire d'amour, quoi. On est un peu sonné. Et le problème de France Inter, c'est que vous avez une espèce de schizophrénie entre le service public, une espèce de monstre froid, budgétisé, etc., et puis des gens qui sont qui jouent leur vie tous les jours à l'antenne. Mais vous avez parlé de considération. Alors derrière le mot de considération, il faut voir de l'argent ou de l'amour? Les deux. Les deux? Les deux. Vous augmentez, c'était vous dire on vous aime, on veut que tu restes. C'est ça? Ouais, c'est ça. En gros, c'était ça. Ou en tout cas, qu'on me téléphone pour me dire voilà pourquoi on peut pas changer les conditions. Ça n'a pas été fait, ça a été le silence. Et donc, vous voilà... Je ne me regarde plus, je suis comme un meuble, enfin voilà. Vous voilà à RTL maintenant, vous passez du public au privé. Qu'est-ce qui, en dehors du salaire, donc, puisqu'il en était question, vous a convaincu d'aller à RTL? C'est probablement pas le salaire par lui-même, on va pas rester là-dedans. Pour avoir un ordre d'idée, ça a été multiplié par 2? Par rien du tout, parce que je travaillais le matin... Vous gagnez plus qu'avant? Non, je gagne moins, parce que j'y vais que 2-3 fois par semaine, etc. Vous avez signé quoi comme contrat? encore. Période d'essai, contrat de... J'ai rien signé encore. Vous avez rien signé encore? On a juste, comme des maquignons, on s'est tapé dans la main, et voilà. Vous arrivez dans le privé, c'est un gros changement pour vous. Vous avez souvent dit France Inter, c'est un espace de liberté. Ouais, c'est vrai. C'est justement pour ça que j'y suis. C'est parce que je peux dire ce que je veux. Alors maintenant, ça a toujours été vrai. Vous passez chez Lemni et vous allez pouvoir être aussi libre, continuer à faire ce que vous aimez faire. Oui, je pense. J'ai évidemment pas eu de consigne contraire et de toute façon, Nicolas Poincaré, son enthousiasme, l'enthousiasme des gens d'RTL, c'est pour mon ton, donc j'imagine qu'ils savent tout ce que ça implique. Et il n'y aura pas d'autocensure de votre part? Non, je crois pas. Non. Non, mais l'autocensure, elle est permanente. De toute façon, il est évident qu'à chaque fois, j'ai envie d'aller plus loin que je ne vais en réalité, mais ça, c'est mon choix à moi.
On va maintenant passer à votre actu télé. On vous retrouve sur France 2. Daniel Bilalian, le patron des sports de France Télévisions, vient tout juste de le confirmer. France 2 Foot vous garde. On va donc vous retrouver comme polémiste tous les dimanches après-midi. Oui, France 2 Foot me garde. J'étais allé un peu en auditeur libre pendant 2 émissions. Là, pour le coup, ce sera un vrai challenge, puisque la deuxième, ils ont des problèmes un peu avec la deuxième heure. Ça commencera par une chronique, un peu à la façon de ce que je faisais chez Marco dans ONPP, qui s'appellera Guy Carlier à la limite du hors-jeu. Et puis ensuite, je participerai à un talk show autour de la table. Et voilà, ça m'excite beaucoup. Vous n'avez pas l'impression que vous êtes un peu le pompier de service qu'on appelle pour doper l'audience? Je sais pas, parce que moi je vais là vraiment où mes envies me portent. Vous le savez, j'aurais pu aller dans d'autres choses beaucoup moins qui me plaisaient beaucoup moins. J'en sais rien. J'ai failli faire du foot sur une autre chaîne, ça s'est pas fait également parce que je ne sentais pas sur les gens. Ouais. Mais voilà, mais en tout cas les journalistes de France 2, je les ai rencontrés, les journalistes sportifs, j'ai été très bien accueilli. Moi, c'est un monde que je regarde comme je regardais chez Marco les comédiens, les chanteurs avec des yeux de midinette. J'ai commenté un match sur un canapé avec Jean-Marc Ferreri. Je suis comme un môme, quoi. Et le côté un peu grande gueule sur une télé publique, ça va pimenter un peu. Ouais, j'imagine. En tout cas, je me réjouis de faire ça. En tout cas, vous perdez pas de temps parce qu'au milieu de tout ça, vous écrivez livre sur livre. Le dernier en date aux éditions du Cherche Midi, c'est un dictionnaire ou un annuaire. Alors, ça s'appelle Quand j'étais méchant. Ça voudrait dire que maintenant vous êtes gentil. Alors, je sais pas ce que ça veut dire pour vous, la gentillesse. Mais on va prendre 3 extraits, on va vite s'en rendre compte. Nikos Aliagas, aussi à l'aise en présentateur d'émissions pour les jeunes que moi. Donc vous, dans un emploi de diététicien. Laurent Cabrol, l'échelle de Cabrol. C'est vrai, Nikos Aliagas, juste une chose quand même. Nikos, il a le complexe rock'n'roll. C'est-à-dire, je suppose que c'est remarqué, il adore s'habiller en cuir et tout, mais moi je pourrais pas m'habiller en cuir non plus. Et lui non plus, vous voyez, il a un physique, on dirait un marchand de livres dans un club sadomaso. Vous voyez, ça le fait pas. C'est pas le grand. Voilà. Non, mais ça va avec le concept de l'émission. Laurent Cabrol, l'échelle de Cabrol est à la connerie humaine, ce que l'échelle de Richter est au séisme naturel. Oui, mais ça, c'est parce qu'il vendait une échelle dans le téléachat et il disait cette échelle vous suivra fidèlement dans toute la maison. Vous imaginez le concept, l'échelle qui suit Laurent Cabrol. Donc on va prendre ça pour un bon mot. Ruquier, animateur de Réunion Tupperware. Oui, ça c'était quand il avait sa bande, mais je dis aussi beaucoup de bien de Laurent Ruquier pour qui j'ai énormément d'admiration. Alors en tout cas, dans les couloirs de RTL, puisque vous allez y travailler, vous allez croiser Laurent Boyer, dont vous dites intellectuellement c'est Séverine Ferrer en homme. Si on regarde son scanner cérébral, on peut voir un panneau « Ici commence le désert de Gobi ». Vous allez lui dire quoi à la machine à café le matin? Je vais lui demander ce qui lui est passé dans la tête le jour où il a demandé à Jacques Dutronc « Alors tu es l'égérie de la chanson française ». Dutronc, on a dû lui dire beaucoup de choses, mais on n'a jamais dû beaucoup lui dire que c'était une égérie. Voilà, c'est Boyer, il me fait rire. Je lui dirais qu'il me fait rire. Je pense que c'est une qualité de faire rire. Cette méchanceté que vous revendiquez, elle vous a valu quelques ennuis Non, que je nie, justement. C'est quand j'étais méchant, à l'époque où les gens pensaient que je l'étais, et je ne le suis pas. Je suis cynique, parfois cruel. En tout cas, j'essaye d'être drôle. Et comme on peut l'être dans un quart quand on vient d'un match de foot. Ouais. Et les gens qui trouvent que je suis méchant, je les porte comme des médailles de maréchal soviétique. C'est Raël, c'est Elisabeth Tessier, c'est Monsieur Balkany, c'est Ernst de Hanovre. Et finalement, j'en suis assez fier. Même les propos diffamatoires, l'idée que vous ayez pu blesser quelques personnes. Ça, j'ai vraiment regretté ça, notamment ce qui s'est passé avec Carole Rousseau. Et d'ailleurs, je l'ai regretté sur tous les plans, parce que j'ai été condamné. Finalement assez justement. Merci beaucoup Guy Carlier d'être venu nous parler entre autres de ce livre Quand j'étais méchant. Merci. Autre interview croisée, celle-ci, l'interview télé où quand 2 personnalités de la télé font les questions et les réponses, ça donne ça. Interview réalisée par Alexandre Pérez, on regarde. Avec quelle personnalité on t'a déjà confondu? On m'a pendant des années appelé dans la rue Michel ou Patrick. Quelle est l'émission de télé que tu aurais aimé inventer? Le Jour du Seigneur ou Les Chiffres et les Lettres, parce que c'est les 2 émissions qui sont là depuis le plus longtemps à la télé. Le cadeau que tu t'es fait avec ton premier salaire télé? J'ai acheté une télé. Avec quel animateur du PAF t'aimerais prendre une douche? Yves Calvi. Qu'est-ce que tu ne fais jamais devant la télé? La regarder. Tu lances ta chaîne de télé, tu l'appelles comment? Mes initiales, CD, puis je rajoute Moniac. CD Moniac. Quelles sont les initiales de ton pire ennemi dans le PAF? PC. Plutôt Jean-Pierre Foucault ou Michel Foucault?
C'est la même chose. Michel Foucault, c'est le pouvoir et le savoir. Et Jean-Pierre Foucault aussi, parce que le pouvoir, c'est lui qui l'a. Et en présentant qui veut gagner 10 millions, et le savoir, il l'a aussi, parce qu'il avait la réponse. Le journal de Claire Chazal ou le journal du Hard? Plutôt Claire Chazal. Est-ce que tu kiffes Arlette Chabot? Arlette, c'est ma starlette. Si tu pars sur une île déserte, tu pars avec Yves Calvi ou avec Julien Lepers? Yves Calvi. Quel est l'animateur ou l'animatrice du PAF le mieux habillé? Yves Calvi. Est-ce que tu t'imagines mourir en direct à la télé? Il n'y a plus de direct. Quel est l'animateur ou l'animatrice du PAF le plus mal habillé? Yves Calvi. Faut-il coucher pour faire de la télé? Comme disait Coluche, il y en a qui veulent, mais c'est pas les meilleurs. Quelle est l'émission que tu regrettes de plus voir dans le PAF? C'est mon mardi. Tu t'imagines membre du CSA dans 20 ans? Ah non, dans 2 ans. Est-ce que tu as déjà été ivre à la télé? Ça a dû arriver, je crois, Ciel Beau Mardi. Si tu faisais pas de la télé, quel autre métier aurais-tu aimé exercer? Chippendale, sans aucun doute. Ta dernière bourde télé? C'est d'être là. La télé, c'est l'opium du peuple? C'est compliqué, ça. Mais c'est beaucoup plus difficile d'acheter de l'opium qu'une télé. Christophe de Chavannes tous les soirs sur TF1 dans La Roue de la Fortune. On le retrouvera également aux côtés de Patrice Carmouze en prime time très prochainement. Il n'y a pas que la télé dans la vie. Sur le net cette semaine, un personnage. Vous aimez Paris Hilton, vous allez adorer Perez Hilton. La méchanceté et la vulgarité incarnées, comme seul Hollywood est capable d'enfanter. Dire qu'il est une langue de vipère est un euphémisme. Cracher sur les people a fait de lui une star. Karima Hamzaoui et Didier Alouche l'ont rencontré à Los Angeles. Hey, what's up, everybody? It's Perez. I'm an asshole. I don't really care what people think about me. Vous ne connaissez pas Perez Hilton? Pourtant, son blog est le plus haï du tout Hollywood. 8 millions d'internautes s'y connectent chaque jour. La presse People vient y puiser ses informations. Alors, à plus clair, on a voulu le rencontrer. Salut plus clair, c'est Perez Hilton, la reine des médias sur perezhilton.com. Voici à quoi ressemble le site de cette reine des médias, des commentaires sur des photos qui énervent les célébrités. Les victimes de Perez, l'actrice Lindsay Lohan, qu'il traite d'alcoolo, Nicole Richie d'anorexique, le héros de Prison Break et le jardinier de Desperate Housewives, à qui il reproche de ne pas assumer leur homosexualité. Et d'après Perez, ce ne sont pas les seuls. Sur mon blog, j'ai souvent dit que Jodie Foster était lesbienne. Si elle ne veut pas l'assumer ni l'avouer publiquement, c'est son problème. Vous l'aurez compris, Perez, c'est l'homme qui pousse les stars à bout et en plus il sait tout avant tout le monde. Mais comment il fait ? Le réseau d'informateurs qu'il a réussi à tisser est assez intéressant. Les jardiniers, les coiffeurs, les femmes de ménage de stars lui balancent les petites infos. Donc il y a un peu la revanche du peuple comme ça sur les grands puissants, les grandes stars hollywoodiennes. Perez, ou Mario Lavandera de son vrai nom, lance son blog en septembre 2004 après une tentative de carrière au cinéma, réduite à cette brève apparition dans la série Soprano. Depuis, il est passé d'acteur raté à blogueur adulé, sauf pour certains journalistes français. Pour moi, ça relève de la pornographie. Ce que j'aime le plus, c'est de voir les célébrités se mettre à poil. Il y a des choses plus intéressantes à savoir que qui couche avec qui est gay, qui est hétéro, qui... Britney Spears nous a encore montré son vagin. Peut-être qu'elle ne peut pas s'acheter de culottes. Bref, chacun ses préoccupations. En attendant, le site de Perez Hilton cartonne tellement qu'un espace publicitaire coûte jusqu'à $45 000 la semaine. Hilton, décidément un nom qui rapporte gros et qu'il a piqué à celle qu'il prétend être devenue sa meilleure amie. Perez Hilton est après tout un peu mytho sur les bords. Le truc en plus de Perez Hilton, c'est tout simplement de pouvoir faire de l'entertainment avec des infos, vraies ou pas, on s'en fiche. Finalement, c'est un roman photo. Sa dernière romance, justement, remonte à cet été. Après avoir insulté Victoria Beckham, elle l'invite dans sa télé-réalité. Après tout, Perez Hilton, c'est aussi un gage d'audience, surtout quand on règle ses comptes face caméra. Okay, so what about some of the names that you've called me? Robot with really big boobs. Do they look that big to you? Résultat de cette mise en scène... Ces sites et ces émissions de télé visent à transformer les gens en objets repérables. Enfin, je veux dire, comme si on n'avait pas le droit d'échapper subitement au regard de la société, comme si on était tous sous surveillance policière. Le show de Victoria Beckham a cartonné cet été. On s'en fout des célébrités, parlons de moi. Eh bien vous, Perez, ce buzz vous a glorifié aux États-Unis. Toutes les télés vous ont reçu sur leur plateau. Et en plus, la chaîne musicale VH1 vient de vous offrir votre show.
À part ça, dans la webzone cette semaine, vous connaissez Chris Crocker, faux fan de Britney Spears. Son clip idiot a été vu par près de 10 millions d'internautes. Eh bien, voici la version française, fan de Ségolène Royal. Derrière la perruque blonde, Christophe. Laissez Ségolène Royal tranquille, maintenant. J'ai pas pensé qu'à ce point ça se retrouverait répertorié sur d'autres sites et puis repris et puis même à la télévision. Enfin, ça m'a un peu dépassé. Laissez Ségo tranquille, s'il vous plaît. Enfin, plus sérieusement, voici le site du Festival européen des 4 écrans, créé à l'initiative d'Hervé Chabalier. Vous, internautes, aimez filmer, avez une histoire en moins de 10 minutes à raconter, une fiction du réel de préférence. Eh bien, vous avez jusqu'au 24 septembre pour la déposer sur ce site internet. Les 10 meilleurs films se retrouveront en compétition du 27 au 29 septembre pour décrocher l'écran d'or du net, un trophée designé par Philippe Stark lui-même. La cuisine à la télé en France, c'est à l'ancienne. Attention, on touche à la religion et on se réfugie dans la tradition. Il faut le chef toqué, le petit tour au milieu des casseroles en cuivre. Les anglo-saxons, eux, sont loin d'avoir la même gastronomie, mais au moins s'éclatent en cuisine. Télé-réalité, tournage en extérieur, coaching, c'est branché, c'est décomplexé. Enquête, Christelle Rebière. Avec Côté Cuisine, depuis la rentrée, France 3 tente de dépoussiérer une institution cathodique. À l'heure du déjeuner, l'émission revisite les recettes traditionnelles, car on ne rigole pas avec la tradition. Je crois que c'est très compliqué en France en fait de parler de la cuisine à la télévision ou sur un autre média, dans la mesure où tous les Français sont persuadés d'être de grands cuisiniers. La cuisine en France, c'est une très grande affaire. C'est une affaire très très sérieuse. Chez nous, on ne plaisante pas, pour ne pas dire on ne déconne pas avec la cuisine. Ça fait 50 ans que la cuisine à la télé, c'est du sérieux. Et la recette est immuable. Un chef, une ménagère, 2 caméras. Bonjour Raymond. Bonjour Catherine. Alors je crois qu'il est question aujourd'hui d'omelette norvégienne. Norvégienne, oui. C'est bien ça? C'est ça. Entre-temps, Maïté a sacrifié quelques anguilles. Terrible, hein? Vous avez l'air de vouloir dormir, hein? Ah oui, c'était une... C'est bon, c'est facile, c'est de la tarte à faire. Joël Robuchon a lancé son cri de ralliement. Et bon appétit, bien sûr. Mais les ingrédients n'ont pas changé. C'est cadré, c'est formalisé, c'est un système d'émission, c'est toujours le même. Le savoir descend. Le chef est en haut, c'est lui qui sait et qui transmet comme ça son savoir à la personne, un homme, une femme qui est grosso modo une gourde. France 3, elle diffuse Côté Cuisine en même temps sur 3 zones géographiques. Chaque émission a son présentateur et les chefs défilent. Nous sommes allés sur le tournage de la région Nord-Ouest, dans un loft en banlieue parisienne. Éric Roux, le présentateur, briefe le chef. Le principe de l'émission, gentil, sympathique, ouvert, souriant, déconneur, information, dès qu'il y a un mot qui ne va pas, question blanchie, pourquoi, ça veut dire quoi, etc. etc. Ce jour-là, au menu, moelleux au chocolat et caramel au beurre salé. Alors, comme d'habitude... On va faire le bruit, s'il vous plaît, silence. Comme d'habitude, on a Christophe qui est là, et je commence, on ne change pas. Hein, non, on ne change pas. Je suis là-bas, je fais le washi-washa du bonjour, je m'approche vers Christophe. On a 3 axes, on tourne, on bouge et on filme tout ça avec des caméras portables. Donc déjà, ça dynamise et on a une toute petite caméra DV. On rentre dans les marmites, on rentre dans la poêle, on est vraiment au cœur de... comme une caméra subjective d'une cuillère qui tourne le truc, ça donne envie. Pendant ce temps, l'Angleterre dégaine les criminels de la cuisine sur BBC 2 et ça marche. 2 chefs castent les pires cuisiniers de tout le pays. Ils devront en faire des cordons bleus et c'est pas gagné. What are you laughing for? This is disgusting. Well, there's cheese on it as well. You've got... Are you joking? You don't eat this. I do. Aux États-Unis, la chaîne Food Network propose un road movie culinaire le long du Mississippi, une façon de revisiter la cuisine locale venue des premiers colons. Alligator. Tastes like chicken. Very good, and I'm wondering who first looked at an alligator and said, "Let's eat that." Nous avons rencontré l'un des 4 protagonistes de ce programme, un Français. On va chez les gens, puis on mange ce qu'ils cuisinent. Ça peut être aussi bien du serpent-sonnette en passant par les écrevisses. Il y a beaucoup de choses dégueulasses. Ils n'ont pas de tradition culinaire, donc c'est assez intéressant de voir ce que les premiers colons ont laissé derrière.
Faute de tradition culinaire, les anglo-saxons sont totalement décomplexés sur la cuisine, tout le contraire de nous. Du coup, en France, on attend qu'un projet ou qu'une idée ait marché ailleurs pour la mettre en place. C'est souvent le cas. Alors qu'aux États-Unis, on est plutôt dans le souci de savoir, aux États-Unis ou en Angleterre, hein, dans le souci de savoir si on va être les premiers à le faire. Et le premier à avoir révolutionné le genre est un jeune chef britannique ébouriffant, Jamie Oliver. Il y a 5 ans, il décide de former des jeunes pour ouvrir son propre restaurant. En France, Cuisine TV, seule chaîne thématique du genre, consacre 40% de sa grille aux programmes étrangers. Jamie Oliver en tête. Il est phénoménal, Jamie Oliver. Et c'est vrai que c'était à Paris. On nous a beaucoup reproché. Je ne citerai pas le journaliste qui m'a dit « Mais Myriam, tu ne vas quand même pas diffuser, c'est de la cuisine de roast beef. » M6, à l'inverse, sent le filon et l'adapte. Ce sera ma faute. Ce sera trop tard. T'auras tout gâché. La télé-réalité entre dans la cuisine avec succès, mais ne dites pas aujourd'hui à Cyril Lignac qu'il est le Jamie Oliver français. Avant tout, mon métier, c'est cuisinier. C'est pas animateur de télévision. Donc, je mise tout sur mon restaurant et après, le reste en découle. Jamie Oliver, il faut lui demander comment lui vit. Lui, son restaurant, c'est pas son cheval de bataille. Moi, aujourd'hui, mon restaurant, c'est mon cheval de bataille. Je suis cuisinier et je me bats pour ça, je suis un artisan. Décidément, on ne plaisante toujours pas avec la cuisine. Yummy est un magazine français annuel haut de gamme sur le fast-food, la junk food et le design alimentaire. Un terrain vierge pour la télévision. C'est vrai qu'il serait bien d'entendre un peu plus parler des produits ou qu'on nous présente un peu plus des nouveautés déjà, des produits qu'on trouve justement dans des villes et des pays qui nous sont inconnus, qu'on nous montre un peu plus, qu'on associe ça un peu plus peut-être au design, qui est quelque chose qui est effectivement séducteur en soi. Et la nouveauté viendra une fois de plus de l'étranger. M6 va bientôt mettre à l'antenne à l'heure du déjeuner C'est moi qui invite, une adaptation du dîner parfait. 5 personnes doivent chacune à leur tour recevoir les autres à dîner. Le meilleur hôte empoche 1 000 €. Comme quoi, la cuisine à la télé, ça bouge lentement, mais sûrement. Il y a un vieil ethnologue, ce serait Snob de le citer, qui disait les 2 activités où les hommes sont le plus forts à inventer, c'est le sexe et la cuisine. Parce que comme ils le font souvent, il faut qu'ils aient une super imagination. Et c'est ça qui est passionnant dans la cuisine. Toute l'actu des séries françaises et étrangères, c'est notre observatoire des séries Féminité et Intimité cette semaine avec une série très haute en Grande-Bretagne la semaine prochaine. Il y avait d'abord eu Belle de jour, le blog, puis Journal d'une call girl, le livre. Voici donc la version télé Secret Diary of a Call Girl. Avec cette série en 8 épisodes, ITV2 prend un vrai risque. Vincent Calvet. Jeudi prochain, les Anglais pourront découvrir une nouvelle série très attendue, Secret Diary of a Call Girl. Une série forcément sulfureuse, puisqu'elle adopte le point de vue d'une jeune londonienne qui est prostituée de luxe. I have certain rules. Rule 1, keep life and job separate. Personal, work. Private, professional. Cette adaptation du best-seller Journal intime d'une call girl aborde le thème de la prostitution sur un ton humoristique. So why do I do it? Well, I love sex and I love money. Plus, I'm fundamentally lazy. Si le nom de Billie Piper, la comédienne principale, ne nous dit rien, les Anglais, eux, la connaissent très bien. À l'âge de 15 ans, Billie était une ado star de la musique en Grande-Bretagne. Les téléspectateurs anglais s'apprêtent à la découvrir cette semaine dans un tout autre registre. And last, but definitely not least, work out what the client wants as fast as you can and give it to him. Secret Diary of a Call Girl nous prouve que la fiction TV anglaise parvient toujours à s'aventurer en dehors des sentiers battus. A priori, l'arrivée d'une nouvelle série policière made in France n'est pas franchement un événement. Pourtant, avec les Bleus, M6 espère bien apporter un vent de fraîcheur dans un genre télé qui sent souvent le renfermer. Attendez, c'est un indice, non? T'es lourd là, franchement. Et tu connais pas la police scientifique, t'as pas la télé? On a rencontré 4 des 5 comédiens de la série, histoire de voir si dans la ville ils sont vraiment au-dessus de tout soupçon. Alors lequel des 4 a déjà volé à l'étalage? Le mec est du malade. Lequel des 4 a déjà pris le métro sans billet? Oui.
J'ai mitonné grave, je me suis mise en larmes et tout, je dis que je suis stressée. Actrice, comédienne. Lequel des 4 ne paye pas la redevance TV? Je l'ai fait ça, mais c'est plus possible maintenant. Non. C'est complètement illégal. J'ai fait pendant des années de déclarer. Pourquoi je dis ça à la télé? Lequel des 4 peut balancer sur le 5e comédien qui n'est pas là? On peut tous y aller. Ah ouais, là, on peut Franchement, tous y aller. Nicolas Gove, il sert à rien dans la série. Ouais. Et puis. Et dans la vie. Et dans la vie. C'est pas des vrais muscles en fait, c'est un costume en muscles. Ouais. C'est tout en latex, à l'intérieur, c'est une femme. Je suis pas une putain de balance, c'est clair ça? Ah bah il avait qu'à être là, hein, mais il tourne au cinéma lui. Donc, il a une carrière, il s'en fout de la série. Lui, il a une carrière. Les 2 premiers épisodes des Bleus ont rassemblé mercredi dernier 3,5 millions de téléspectateurs, un score bien en dessous des 5 millions qui avaient suivi le pilote de la série diffusée en février 2006. La chaîne M6, qui croit beaucoup en cette série, espère sans doute qu'un bouche à oreille favorable viendra améliorer le score des prochains épisodes. C'était dimanche dernier la 59e cérémonie des Emmy Awards, l'équivalent des Oscars pour la télé. Et comme prévu, les grands gagnants de la soirée, eh bien c'était... La série qui raconte le parcours d'un chef de la mafia du New Jersey a récolté plusieurs prix, dont celui de la meilleure série dramatique. Un prix leur a pourtant échappé, celui du meilleur acteur. L'heureux élu était James Spader de Boston Legal. L'acteur, qui avait été révélé dans Sexe, mensonges et vidéos, est venu chercher son prix un peu sur la pointe des pieds. I feel like I just stole a pile of money from the mob. And they're all sitting right over there. Le prix de la meilleure comédienne dans une série dramatique a été remporté par Sally Field pour son rôle de mère de famille dans Brothers and Sisters, l'occasion pour elle d'un discours engagé. If the mothers ruled the world, there would be no goddamn wars in the first place. Un discours très applaudi mais qui n'était pas au goût de la chaîne Fox qui a censuré ce passage. Côté comédie enfin, c'est 30 Rock qui a remporté le prix de la meilleure série. 30 Rock nous dévoile les coulisses d'un talk show, une série récompensée malgré un audimat plutôt faible. To thank our dozens and dozens of viewers. Comme quoi on peut gagner et garder les pieds sur terre. Voilà, plus clair, c'est presque fini. Avant de se quitter, je voudrais vous dire un mot du concert exceptionnel de ce soir à l'Olympia. Tout le monde chante, c'est la première grosse mobilisation contre le cancer. Des chanteurs, mais aussi des comédiens et des animateurs télé. Nikos Aliagas, Virginie Efira, Bruce Toussaint, Valérie Damido, Julien Courbet. Surprise, duo inédit, c'est à l'Olympia ce soir. Cette fois, c'est vraiment fini. Tout de suite, Pascal Clark nous offre le café. Elle règle l'addition. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, 12h50. Et d'ici là, ouvrez grand vos yeux.